Salut les poolers et bienvenue à l'épisode 24 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé par Tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, l'ace des analyses, le dump de la ligne de fond, le chase du cours central, Guillaume Point Break Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux que plusieurs joueurs aux internationaux d'Australie auxquels tu fais référence, premier tournoi majeur de la saison, pour ceux qui sont fans comme moi, mais je ne suis pas assez fan pour ne pas dormir de la nuit pour écouter un match, mais quand même, très beau. Premier tournoi de la saison, toujours excitant de voir qui va l'emporter. En fait, Regardez les highlights. Alcaraz ou Sinner va gagner, en fait, c'est plus ça. Qui, selon toi, Alcaraz, Sinner, prédiction? Je pense qu'Alcaraz, c'est son année. Oh, OK, il va renverser la il est tout vapeur. jeune, Alcaraz. Il a 21, Sinner 22 aussi, ans. il est pas vieux quand même. Mais Ouais, mais écoute, il a 24-25. L'autre, il n'est même vrai. pas encore dans son prime. Il n'est même pas encore dans son prime. Ça va être tellement beau à les voir aller dans les prochaines Alcaraz, années. c'est comme Celebrini. Il n'est pas dans son prime encore. Puis tu te demandes qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans 2-3 ans. Sur cette belle métaphore, cette belle comparaison, on va passer au sujet du jour, à l'épisode d'aujourd'hui. Un joueur dont on ne sait pas trop quoi en faire, un gars du CH à dumper, un intuable à chasser, suivi de 2 anciens premiers choix au total à vendre et à acheter d'ici le début de la pause olympique. Mais avant de commencer l'épisode, on veut vous remercier. Ben oui, vous remercier parce que on reçoit de plus en plus de DM, de commentaires de vous, chers poolers. Vous nous demandez votre avis, notre avis sur vos échanges, sur des joueurs à aller chercher sur le waiver wire. Pour vrai, j'ai aidé beaucoup de monde la semaine dernière. Guillaume aussi, on essaie de vous répondre le plus possible sur toutes nos plateformes, sur TikTok, Instagram, YouTube, à 100 Pool Podcast. Allez vous abonner, likez notre contenu. On essaie d'atteindre 100 followers d'ici sur notre plateforme d'ici la fin de la pause olympique. Nous, ça nous motive justement à vous aider le plus possible, puis justement à ce que vous puissiez gagner votre pool cette année. D'ailleurs, premier joueur qu'on analyse aujourd'hui, c'est un joueur qui, vous nous avez demandé tellement d'aide dans la dernière semaine et même la dernière semaine et demie. Ça fait quand même assez longtemps que vous nous demandez de quoi faire avec ce joueur, et c'est un joueur des Blues. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mais c'est Dylan Holloway qui, en ce moment, blessé day-to-day, est revenu de sa blessure à une cheville, a joué un match et n'a pas joué le suivant. Il a passé une imagerie graphique et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'on doit le dumper? Est-ce qu'on devrait le garder parce qu'il y a un beau potentiel? Tu as regardé un peu tout ça, Guillaume, puis tu avais une petite analyse quand même à nous donner pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire avec. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée quoi faire avec Dylan Holloway. C'est vraiment un des joueurs qui me énigmatique de la saison. Puis je m'explique quand même assez. Je vais m'expliquer quand même. En début d'année, ça a mal commencé. Il y a eu 9 points en 21 matchs. Et pourtant, il jouait. Là, on lui donnait 18-19 minutes de temps de glace, beaucoup d'avantages numériques sur lesquels il faisait absolument rien. D'ailleurs, il y a eu 2 points en avantage numérique seulement dans le premier quart de la saison. Et dans le deuxième quart de la saison, il a commencé à enfiler les points. Il y a eu 8 points en 12 rencontres. Bon, il y a un match de 3 points là-dedans, mais il a commencé à marquer de façon avec plus de régularité. Il tirait plus au filet. Il tirait presque 3 fois par match, 2,7 à peu près, avec un peu moins d'avantage numérique et moins de temps de glace. Explique-moi le principe. Il joue moins d'avantage numérique, il tire plus et il fait plus de points. Là, bon, il s'est blessé, pas blessé, difficile à dire. Puis, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée pour qu'il fasse une saison à un rythme de 67 points, que cette année, il soit à 41. Il y a quand même un écart. Il tire sensiblement avec le même volume, là, en moyenne, depuis le début de l'année. C'est 2,3 tirs par match. Son pourcentage de tirs a varié. L'année dernière, c'était près du 15 %. Là, on est plus proche du 10 %. Donc, je pense que ça explique peut-être un peu cette tendance-là, mais ça ne peut pas être que ça. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Bon, il est peut-être un petit peu plus malchanceux que l'année dernière, mais son nombre de passes secondaires est très semblable. On parle d'un écart de 5 % entre 40 et 45 %. Fait il n'y a pas d'explication, outre
ben, ses partenaires de trio qui ne fonctionnent pas du tout. Jordan Carew qui a une saison difficile, Robert Thomas, on n'en parle pas. Là, je le voyais dans ma soupe, pourtant Thomas, je veux dire, c'est une catastrophe là, pour un joueur qui était en compétition avec Nick Suzuki pour la dernière place aux Olympiques, puis Bo Horvat, il s'est tout simplement écroulé. Ça a pris du temps avant que Pavel Buchnevich commence à accumuler des points en saison. Défensivement, Cam Fowler a pu relancer l'attaque. On n'a pas de défenseur offensif, ça n'aide pas. Mais ça aide vraiment pas, en fait. On a essayé avec Logan Mailloux d'aller le chercher pour être sur une troisième paire. C'est pas Fowler qui a révolutionné la ligne bleue non plus avec les Blues. Et pourtant, qui est quand même un défenseur capable de manière offensive. Tu disais malchanceux. Pourquoi tu le considères malchanceux? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est à ce temps-ci de l'année, statistique ou autre par rapport à ça? Oui, en fait, on peut regarder le fameux PDO. J'ai aucune idée de ce que veut dire l'acronyme. Le PDO, qui est un peu l'indice de chance. Ça, c'est un calcul mathématique très simple entre le pourcentage de tir et le pourcentage d'arrêt d'un gardien de ton équipe. Et ça devrait se situer aux alentours de 1000 pour un joueur. Donc, quand on est au-dessus du 1000, ça veut dire qu'on est plus chanceux. Et en dessous, ça veut dire qu'on l'est moins. Dans le cas de Holloway, on est à 966. Donc, il y a quasiment un 35 un 3,5 de malchance, si je peux dire ainsi. Fait que c'est un peu plus bas. Ça veut dire que ses gardiens de but n'ont pas assez fait d'arrêt ou bien ils n'ont pas assez marqué sur son trio. Là, c'est un ou l'autre. Mais les gardiens de but adverses, pardon. Mais ça n'explique pas vraiment plus que ça. Ça ne peut pas être que ça. Fait que ce qui me fait me demander, en fait, c'est qui est Dylan Holloway? L'année dernière, un rythme de 67 points, mais les 2 saisons avant, à 21 et 22 ans, je comprends que c'est un jeune joueur, mais 21, 22 ans, c'est pas 18 et 19. Il avait fait des rythmes de 14 et 19 points. Quand tu y penses, la marge mais immense. il jouait 9 minutes puis 11 minutes avec Edmonton. Il n'y avait pas nécessairement des... Là, il est arrivé avec les Blues, jouait plus, du 16, du 17 minutes, et en plus, jouait en power play. Fait que c'est sûr que de se fier à son pace d'Edmonton, non, OK, mais c'est un 67-70 ou un 40? Ouais, c'est ça. C'est ça la vraie question, dans le fond, là. Est-ce que, si tu m'avais dit, il a fait un 35 points avec Edmonton en termes de rythme, puis il fait 65 avec plus de temps de glace, mais là, c'est pas le cas. Je suis comme vraiment sur mes réserves avec Holloway. Je trouve que c'est un gars qui, là, oui, il est rendu à 24 ans. Là, c'est peut-être le temps qui explose un peu plus. Il a exactement 200 matchs de jouer à ce jour. Fait que c'est comme si, dans la question des joueurs que ça passe ou ça casse, là, ben, Holloway, là, s'il revient après la pause olympique, chose que j'ose espérer, d'ici la fin de la saison, les 30 derniers matchs-ish de la saison, il va devoir commencer à prendre son aise. Sinon, l'année prochaine, ça va être vraiment un joueur risqué. C'est un gars qui passe de 65 à 40 points en termes de rythme. Une régression de 23 à 24 ans, c'est 100% un risque. C'est comme si le potentiel qu'on voyait peut-être en lui de faire 70, 75, 80 points, ben moi, je le vois tout simplement plus. Il va tuer au maximum, il va peut-être faire son 65 points, mais j'ai de la misère à croire qu'il peut exploser après. De vivre ce genre de montagne russe-là. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça très, très souvent, un joueur qui commence très, très, très modestement, très modeste en début de carrière, explose une saison, en arrache un peu la saison d'après, réexplose la saison d'après. En tout cas, si ça arrive, c'est vraiment pas fréquent. Je pense que c'est vraiment situationnel. Tu regardes, effectivement, il arrive, il est un peu vieux dans la ligue-ish, puis pas à sa saison de 18 ans. Bref, avec Edmonton, il n'y avait pas de chance. On lui donnait jamais vraiment une réelle chance. Là, il arrive avec les Blues. L'année dernière, jouait tout le temps avec le même trio. Écoute, c'est pas une stat qu'on aime, toi puis moi, là, mais il était plus 22, il est moins 13 cette année. Nonobstant ce qu'on veut en faire du différentiel, puis à quel point on s'en fout vraiment, mais royalement d'habitude, ça démontre à quel point l'année dernière, tout cliquait en général avec ce trio-là. Cette année, hey gars, ça fonctionne un petit peu moins bon début de saison pour toute l'équipe. Se blesse en plus. On dirait que j'aurais pas effectivement un conseil fixe à vous donner. Si vous pouvez le garder parce que vous avez une position de blessé, un IR qu'on appelle, ou un IR+, parce qu'il est jour au jour en ce moment. Si vous pouvez vous permettre de faire ça, faites-le. Moi, c'est ce que je fais en ce moment sur mon pool de catégorie parce que il m'aide. C'est un gars qui frappe, c'est un gars qui tire. Il est vraiment pratique pour ce genre de pool. Mais au niveau des points seulement, gardez-le jusqu'à la fin de l'année. Espérez qu'en sortant de la pause, c'est peut-être ce genre de joueur-là qui va reprendre. Puis
Mais Voilà. c'est le vendre maintenant, tu le À perte. Ah, tu le vends à c'est perte. Tu le vendras pas en gagnant ton mais trade si vous rendu là, avez là. de l'autre côté, si vous avez un keeper, ne le gardez pas. Tu sais, dans le fond, le risque de le garder est plus aussi grand qu'il l'était en début de saison. La tendance commence à être un peu plus forte. J'ai pas perdu espoir à dire que je jette la serviette, mais peut-être que je vais juste réviser mes attentes, puis pour l'année prochaine, le repêcher, mais dans des rondes un petit peu plus tardives. Tu sais, il y en a des joueurs comme ça cette année là, qui est plus jeune. Je pense à Marco Casper, là, avec qui on avait beaucoup d'espoir en se disant deuxième centre à Détroit. Ça arrive pas. Fait que Dylan Holloway, ça va un peu dans cette lignée-là. On a reçu vraiment beaucoup de questions. Là. Je pense qu'on a reçu 4 ou 5 DM dans la dernière semaine et demie sur Dylan Ah, c'est Holloway. Fait ça, que je exact. voulais en parler parce que je sais pas où le placer, dans quelle case le mettre. C'est pas un dump, c'est pas un chase. Je l'achèterai pas, mais je le vendrai pas non plus. Tu sais, c'est comme c'est une déception que si tu l'as dans ton. Tu sais, je l'ai dans un de mes pools, je vis avec. Qu'est-ce que je te dis? Je vis avec la déception. Puis si dans le pool de l'autre, ben si j'allais l'acheter, je vais essayer de l'acheter comme un gars de 40 points, puis espérer qu'il en fasse 60. Là, dans un dynastie, c'est quelque chose que tu peux peut-être te permettre si tu es dans un rebuild. Donc voilà, c'est ce qu'il y en est pour Dylan Holloway. Autrement, passons réellement à nos dumps de la semaine et premier joueur à aller dumper du côté des Oilers d'Edmonton, Which means you hate the Edmonton Oilers. Darnell Nurse. Darnell Nurse, il est sur un pace en ce moment de 25 points sur 82 matchs. Il est 16 en 53, 0 points à ses 9 derniers. Il est clairement victime du retour de Jake Wallman, dont on vous a parlé la semaine dernière. On vous a dit aller chercher Jake Wallman. On vous avait aussi dit de vendre Mathias Ekholm, mais Mathias Ekholm va bien continuer Oups. finalement. Oups, c'est des choses qui arrivent. Il est 4 en 4, Mathias Ekholm. Tandis que le Jake Wallman, lui, est rendu 4 en 5, joue très bien, bloque des tirs en plus. Mais Darnell Nurse, vraiment, là, du niveau offensif, c'est pas déjà. Tu sais, c'est un gars qui faisait bon an, mal an, 36, 32, 43, 40 dans les dernières années. Je pense pas qu'il va refaire un 30 points là, avec autant de joueurs offensifs du côté d'Edmonton. C'est un peu ça le problème. Tu sais, Bouchard, au-delà de son match de 6 points de la fin de semaine dernière, et le dynamo offensif. Et on avait toujours Nurse comme deuxième option. Bon, là, Ekholm était là l'année dernière. Il a été blessé une bonne portion de la saison, par contre. Donc, Nurse a encore pu engraisser sa fiche avec un rythme de 36 points, ce qui est raisonnable. Mais il jouait aussi beaucoup en désavantage numérique. Il jouait aussi beaucoup pour bloquer les tirs, pour faire des mises en échec. Donc, pour des multicats, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Et là, on amène un Ekholm, bon, je veux dire en santé. Là, il est comme à l'intérieur et à l'extérieur d'un alignement. Et on ajoute Jake Wallman. Nurse a vu son temps de match, son temps de glace, pardon, chuter de 10%, donc de 22 minutes à 21, 20 minutes par match. Depuis que Wallman est là, ben, j'allais dire, c'est pire. Là. Il joue encore moins. Il a joué 17 minutes là, au courant de la semaine. Ouais. Il joue plus en désavantage numérique, ou du moins très, très peu. Il jouait quasiment à 50% dans les années antérieures. Cette année, on est à du 30%. Donc, encore une fois, une occasion de moins de bloquer des tirs ou d'avoir des mises en échec. Il bloque encore beaucoup de tirs, là, C'est excusez, ça, mais ouais, c'est ce que j'allais les dire. mises en échec sont plus là du tout. Là. On est passé à des moyennes de 168, 160 par année. Là, on est à 73 en 50 matchs. Il va se diriger vers une saison d'une centaine de mises en échec. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment moins physique qu'avant. Fait que, tu sais, s'il n'y a plus de points, plus de mise en échec, puis tout ce qui reste, c'est des tirs bloqués, puis tu joues moins, tu sais, Ah, rendu à mais 17 minutes, ça va déprécier quand même. Fait que c'est oui, il est sûr, encore pertinent pour des blocs, là, je suis d'accord. Mais j'allais dire en catégorie en général, tu sais, de bloquer 2,23, frapper à 1,38 puis de tirer 2 fois par match reste quand même intéressant dans un pool de catégories. Vous avez oui, besoin de joueurs qui sont capables de vous donner beaucoup en catégorie comme ça. On vous en parlera plus l'année prochaine, peut-être, si ça vous intéresse. Moi, je suis plus un expert en catégorie, Guillaume, dans à peu près tout le reste. Salaire, peut-être un peu aussi de mon côté, mais ça fait en sorte que un joueur de même peut être pertinent pour votre pool de hockey en termes de catégorie. Mais autrement, point-wise, pour vrai, non. ben, la vérité, c'est qu'avec Waldman, avec Ekholm puis avec Bouchard, il reste pas beaucoup pour Nurse. On s'entend qu'en salarial, C'est sûr. Nurse, ça vaut pas la peine. Là. Fait Exact. il reste beaucoup, beaucoup moins de place pour lui dans l'alignement. Puis je serais pas surpris que les Oilers tentent de s'améliorer encore plus défensivement, offensivement, tu sais, d'ajouter encore plus de joueurs. Fait que Ouais. moi, je le donnerais, Nurse. J'ai perdu espoir qu'il va faire des points, qu'il va être pertinent. Euh, on se demandait comment Waldman allait s'intégrer dans l'alignement des Oilers. Je pense Très qu'on a bien. la réponse à notre question.
On le savait un peu entre toi et moi. Là. On savait qu'elle allait être bon. Oui, mais tu sais, tu te demandais à quel point il allait prendre les minutes de Nurse ou de Ekholm ou de Bouchard ou juste jouer un peu moins. Finalement, il a vraiment grugé du temps de glace à Nurse. C'est vraiment là que ça va. Puis on peut ménager un petit peu Ekholm d'un point de vue des minutes. Fait que, mieux. puis ça permet à Bouchard de prendre encore plus de mise en jeu en zone offensive. Fait que c'est vraiment un ajout, là, une très, très, très bonne acquisition pour les Oilers, Jake Waldman. Ouais, Bouchard a repris un step, franchement, là, un des bons défenseurs au niveau des points dans le dernier mois et demi. Prochain joueur à aller dumper maintenant. Fallait faire que tu dises au niveau des points, par exemple. Au niveau des points, non, c'est sûr. Bouchard, ça reste le pain, son pain et son beurre. Du niveau, un deuxième joueur à aller dumper, tu me parlais de Nurse qui, pool salarial, n'est vraiment pas pertinent. Un autre joueur qui n'est pas pertinent parce qu'il coûte vraiment très cher. C'est peut-être un des pires contrats de la Ligue. Ça donne malheureusement que c'est un Québécois en plus. Jonathan Huberdeau avec les Flames de Calgary. Also currently serving a lifetime ban from the Calgary Cavaliers. Un pace de 39 points cette saison. 39 points. Si vous pensiez que dans les dernières années, à 53, 57 puis 63, c'était pauvre et qu'il ne pouvait plus être pertinent pour un pool de hockey, à 39, là, je ne vois pas comment il peut vous être utile dans un pool de hockey. Il a un seul point à ses 10 derniers matchs. Pouah. C'est une catastrophe, Jonathan Huberdeau. Ouais. Je suis déçu quand même parce que, tu sais, quand tu lui penses du côté des Flames, il n'y a pas beaucoup d'attaques. Nazem Kadri a aussi une saison catastrophique. Son taux de tir, si ma mémoire est bonne, est aux alentours de 6 là. C'est vraiment, vraiment mauvais. On parle de Ça doit malchance. pas aider, Ça, c'est vraiment ça. Là. Absolument. Puis Huberdeau, il n'est pas particulièrement malchanceux. Il l'a un petit peu, mais très peu. C'est juste, il a vraiment perdu la touche. Tu sais, quand tu regardes les statistiques, là, il tire moins un petit peu. Il tire juste 1,7 fois par match. Fait que, tu sais, c'est comme, il n'a jamais tiré beaucoup, là, vous allez me dire. Là. Il a déjà tiré à du 2,8 fois quand il jouait avec les Panthers, mais depuis qu'il est avec les Flames, il n'a jamais tiré plus de 2 fois par match. Fait que, déjà là, ça part mal. Il joue de moins en moins aussi. Là, dans ses premières années à Calgary, il jouait du 20 minutes. On est rentré à du 18. Vous allez me dire 18 minutes, c'est quand même du bon temps de glace. Oui, mais quand tu joues 18 minutes avec Matt Coronato, puis Joel Farabee ou Morgan Frost, un peu plus difficile de faire des points. Fait que ça va juste vraiment, vraiment pas bien. Son pourcentage de tir est quand même régulier. Ça va juste pas bien pour Huberdeau, tout simplement. C'est horrible. Puis, ben, tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui est enjoué de voir ce qui se passe à Calgary? On vient d'échanger Rasmus Anderson. Tu sais, ça va pas aider l'avantage numérique. Là. Oui, Mackenzie Weegar va faire des points un peu plus qu'il en faisait, mais. Ah, mais si t'es pour le perdre reste. Kadri en plus, c'est vraiment, là, Ben, ça ne va caler en s'empirant, là. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu regardes les autres options offensives, là, Michael Backlund, Yegor Sharangovich, Ils ont oui, des Matt moments. Coronato. Il y a eu des moments où même Zary, à un moment donné, était un petit peu revenu cette année. Sharangovich a eu un petit moment. Mais ça va durer 2, 3, 4 matchs, puis c'est tout. Puis ils vont se reperdre pendant 10, tu sais. On va tenter de regarder peut-être pour l'année prochaine tu sais, à quel point une défensive a un impact sur les points d'une équipe. On le sait que les équipes qui ont les meilleurs défenseurs offensifs, généralement, vont faire plus de buts, donc plus de chances pour des poolers de faire des points. Puis quand je regarde le top 6 des Flames, ou du moins le top 6 du dernier match des Flames, il y avait Zach Whitecloud et Kevin Ball qui ont joué quasiment 20 minutes ensemble. Weegar jouait avec Yann Kuznetsov. Connais-tu Yann Kuznetsov? C'est un camarade, tu devrais. Oui, effectivement, oui. C'est le partenaire le plus régulier de Mackenzie Weegar. J'ai été curieux de le regarder à quelques reprises dans mon pool de catégorie parce qu'il bloque quand même quelques tirs, mais sinon, non, c'est pas un joueur que je connaissais en début de saison. La troisième paire, c'est Hunter Brustewicz et Joel Henley. On s'entend que le top 6 des Flames, là, s'il en arrache, je sais même pas si là-dedans, à part Weegar, il y a des gars qui font faire 20 points. C'est vraiment minable comme défensive. Ça peut pas aider Huberdeau. Fait que Huberdeau, pour moi, je m'étire sur Huberdeau, mais ça me rend triste, là, mais c'était vraiment un dump, Jonathan Huberdeau. On est rendu là. Tout simplement. Non, mais écoute, c'est vraiment ça. C'est correct. Peut-être qu'il va se faire échanger. Peut-être qu'il va trouver une meilleure situation ailleurs. Autre joueur que tu nous conseilles d'aller dumper, finalement, le dernier, on n'en avait que 3 cette semaine. On commence à en avoir un petit peu moins, on va vous l'avouer. Là. Plus ça avance, plus vous les avez déjà dumpés, puis tout le monde se régularise un tout petit peu.
tu me proposes de dumper un joueur des Canadiens I see that you're a Montreal Canadiens fan. que, bon, écoute, j'étais resté surpris parce qu'il est quand même juste sélectionné à 2% sur Yahoo, mais à 27 sur Fantrax. Puis tu penses que ce chiffre-là devrait baisser drastiquement. C'est Kirby Dack. Et toi, tu te dis, non, c'est fini, pourquoi? En fait, j'ai vu sur Fantrax son chiffre être un des joueurs les plus rappelés du balotage, les plus réclamés, excuse-moi, je cherchais Sur le dans les waiver dernières wire. semaines. Sur le waiver wire, je cherchais la version Chercher, francophone. ouais, on va trouver. Parce que oui, il a joué un match avec Caulfield et Suzuki. Et j'ai quand même été surpris parce que c'est un gars qui tire pas au filet. C'est un gars qui est tout le temps blessé. C'est un gars qui a jamais vraiment fait de points à part à sa première saison à Montréal, dans lequel il avait joué un gros 58 matchs. C'est vraiment pas une option intéressante. Il n'y a pas de points en 6 matchs. Son pourcentage de tir en cette année est à 21%. Kirby Dack, il jouera juste plus sur un top 6. C'est terminé. Faut s'enlever cette idée-là. Il y a 25 ans. Là, fait que, c'est fini l'excuse de la jeunesse. Bon, il y a eu 25 ans la semaine passée, mais c'est fini cette excuse-là. C'est plus un jeune joueur. C'est juste un troisième choix au total qui déçoit. Je sais pas trop ce que les Canadiens vont faire avec ça, mais d'un point de vue poolers, moi, j'ai terminé l'expérience Kirby Dack. Moi, j'avais fini en début de saison, mais j'ai encore plus terminé en ce moment. Le 27% de Fantrax devrait descendre rapidement à du 5 ou du 6%. Il sert à rien. Il frappe pas. Il bloque pas. Il fait rien. Il fait absolument rien. Non. Fait que, Mais par comment contre, tu veux il y a une dire, place- soit, Non, mais il y a soit une- ton gars positif, là, mais Ben, non, écoute, je vais pas. Il y a des moments, je suis pas obligé d'être positif, mais je vais essayer de remettre un peu de contexte. Tu sais, il y a quand même une place en ce moment sur le premier trio qui n'est plus vraiment prise. Texier a pas de points à ses 4 derniers matchs. Bolduc a eu de la misère à prendre cette place-là aussi. Donc, si ce n'est pas le français, qui? Tu sais, du coup, Kirby Dack est comme un peu celui-là à qui on va peut-être donner une chance parce qu'on y croit encore, parce qu'on a payé le gros prix. C'est pas Newhook qui va aller là non plus. Tu sais, fait que pourquoi pas? qui? Ben, Je veux dire, rendu là, entre Dak, peut-être, Texier, honnêtement. Newhook, Laney, Matt Dano, Evans, Matt Gallagher, si tu veux, je m'en fous. Ils sont tous pareils. Ils n'ont tous aucune chance d'être là sur une longue période. C'est juste ça. Dak, c'est pas un gars de top 6. Fait qu'il peut jouer là pendant quelques matchs au même titre que n'importe quel joueur dans n'importe quelle autre équipe. Si tu veux prendre une chance avec un joueur qui joue sur un premier trio, à 5 contre 5, Suzuki et Caulfield ne sont pas le meilleur trio de la ligue. Fait que ça vaut pas la peine de prendre ce joueur-là. Fait que c'est tout. Dump his ass. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la triste réalité. Après ça, c'est Patrick Laney. Tu vas-tu dire, on va chercher Patrick Laney? Eh non, tu sais très bien que c'est temporaire. Fait que, Tant qu'à pas être bon en 5 contre 5. Anyway, non, on se fera pas une analyse des Canadiens de Montréal. Non, mais c'est juste- Aujourd'hui, ça reste un podcast de pool de hockey, puis on va pas vous parler des trios des Canadiens de Montréal de toute façon. Là, c'est pas vous le savez, c'est pas notre genre. Vous aimez bien quand on parle de d'autres choses que les Canadiens de Montréal. Un ancien du Canadien pour notre premier joueur à chasser cette semaine. Corey Perry, ben oui, un intuable, un vieux de la vieille, un gars avec un chat à 9 vies à la voyons, celui à la Yevgeny Dadonov de la semaine dernière. Oui, c'est ça, je me demandais, le chamarade Dadonov lui-même. Corey Perry avec les Kings de Los Angeles. Hello, Los Angeles Kings. C'est drôle que tu le mettes dans les chases. Oui, il joue bien en ce moment. Si vous avez un pool en plus de semaine par semaine, les Kings jouent 5 matchs cette semaine. Donc, franchement, c'est un bon moment pour aller c'est le mon chercher. claim du matin. Oui, ben, je suis resté surpris quand un des autres poolers de mon pool semaine par semaine est allé le chercher. J'ai compris après. J'ai été un peu en retard. J'ai été malade cette fin de semaine. Donc, j'ai malheureusement pas pu regarder mes affaires et je me le suis fait voler. Mais il joue bien. Honnêtement, Corey Perry, là, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il n'a pas connu des mauvais moments non plus avec les Kings. Adrian Kempe, d'ailleurs, est reparti. Fait qu'on est très content de vous avoir dit d'aller le chercher. Corey Perry, 4 en 4, bon an, mal an, réussit toujours à aller chercher des points en plus en supériorité numérique. Il a manqué quelques matchs à la mi-janvier, mais en général, et réussit quand même à tirer son épingle du jeu à travers le line-up vieillissant de Los Angeles. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il joue plus qu'avant. Tu sais, il a 40 ans, puis là, vous me pardonnerez mon énumération de chiffres, là, mais il n'a pas joué en moyenne plus de
14 minutes par match depuis 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas joué 14 minutes par match. Et là, en ce moment, il est à 13,57. Puis il vient de se claquer 3-4 matchs en ligne avec du 16 et du 17 minutes. Il joue en avantage numérique depuis 6 matchs. Il est sur la première unité d'avantage numérique. Et durant ces 6 matchs-là, il a été très, très productif. Il est allé chercher 3 points en 6 matchs avec l'avantage d'un homme. Corey Perry is back. Il est de retour dans ses belles années. Bon, j'exagère, mais il a continué à tirer au filet. C'est tout ou rien. Il va tirer 3-4 fois dans un match, c'est-à-dire qu'il va être vraiment près de l'enclave, puis il va avoir 2-3 retours où il ne tire pas du tout. Mais n'en demeure pas moins que c'est un bon joueur de hockey à avoir dans son pool. Tu l'as dit, les Kings jouent 5 fois en plus cette semaine, mais ils jouent. Ils n'ont pas d'attaque à Los Angeles. Kopitar est blessé. Il est reste quoi? Byfield, Fiala, Kempe. Qui sont les autres attaquants offensifs? Là, Alex Laferrière, c'est pas ça qui vole très, très haut. Turcotte non plus. Défensivement, bon, Dowdy en arrache. Brent Clark commence à prendre du galon, mais c'est pas encore fait. Non. Brent Clark, honnêtement, on aurait pu en parler aujourd'hui. On ne l'a pas fait, mais ne joue vraiment pas mal. 6 points à ses 7 derniers matchs quand même. Il a pris la place en fait, de premier défenseur. Mais Corey Perry, tu l'as dit, je pense qu'il n'y a jamais eu un rythme de près de 50 points par saison d'ici 2017-2018 quand il était avec Anaheim. Il n'y a presque jamais eu autant de points en supériorité numérique depuis cette saison-là de 2016-2017 même. Donc, he's back. Ça fait quasiment 10 ans. Ça fait quasiment 10 ans. C'est OK. Alors, bref, c'est un bon choix. Évidemment, ça va être un streaker. Là, donc, une fois qu'il va s'arrêter puis il va être mis sur un 3-4e trio, vous allez pouvoir le laisser aller. Mais pour le moment, c'est un bon pick. Un gars qui est étonnamment cette saison, un streaker aussi qui, dans mon pool, en tout cas, c'est un chase à aller chercher dans les agents libres, le balotage, peu importe comment vous voulez le dire en français, le waiver wire en bon vocabulaire de pooler. Jason Zucker avec les Sabres de Buffalo. Qui, écoute, est capable d'aller aider dans n'importe quelle catégorie, joue bien en supériorité numérique aussi. Il va y avoir des petits moments où il va régresser. C'est évidemment un band-aid boy. Il va manquer des matchs par-ci, par-là. Mais écoute, franchement, il me surprend, puis je me surprends à aller le chercher assez régulièrement cette saison. Je vais le chercher, je le dump, je vais le chercher, je le dump. Mais je devrais peut-être y donner une chance complète d'ici la fin de la saison sur un pace de 69 points. Hello. Il y a 20 points à ses 20 derniers matchs. C'est un gars qui joue sur la première unité d'avantage numérique avec Thompson, Tuck, Darlene. S'il y a du talent sur cette première unité-là, c'est pas lui qui sort. On va sortir le 4e joueur. On va essayer Jack Quinn, on va essayer Zach Benson, on a mis Yeri Kulich, on a essayé tout le monde comme 5e joueur, mais le top 3 offensif, ça demeure Tuck, Zucker et Thompson avec Darlene à la pointe ou Byram quand Darlene était absent pour des raisons personnelles. Zucker est constant. Il a joué un genre de entre 16 et entre 15 et 17 minutes, 15 minutes 30 et 17 minutes par match. Il tire de façon assez constante. Il joue. Fait que, c'est vraiment un joueur intéressant. Puis moi, un gars qui roule un point par match depuis 20 matchs. Allô? Il faut que j'avoue qu'à un moment donné, c'est comme il faut prendre ce streak-là. Il a quand même fait 7 points en 12 matchs alors que les Sabres étaient derniers dans l'Est. Oui, il est en train d'avoir une séquence extraordinaire. Oui, son pourcentage de tir est à 19 %. C'est peut-être un peu élevé. Ses passes secondaires sont en haut de 50 %. C'est peut-être un petit peu élevé aussi. Mais les Sabres jouent vraiment par-dessus la tête. Et tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas passer cette fameuse passe à vide, je ne sais même pas s'ils vont en avoir une. C'est comme, ils semblent imbattables du côté de... les Sabres semblent imbattables. Jason Zucker va être un bon choix, tant et aussi longtemps que les Sabres vont gagner. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec un gars que j'irais chasser. Puis c'est rare, c'est très rare que des gars qui font 20 points en 20 matchs sont sélectionnés par moins d'un pooler sur 2 sur Fantrax, puis un pooler sur 10 sur Yahoo. C'est très, 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 très rare. J'ai pas vu ça souvent. Il est pas sexy, il est souvent blessé, il a 34 ans, mais regarde, pour gagner, ça te prend des joueurs qui sont pas sexy. Puis Jason Zucker, c'en est un. Quand il joue, il joue. On passe d'un Jason à un James cette fois-ci. Je t'en avais parlé. T'as pas voulu me croire. Tu te disais, écoute, ça vaut pas la peine de parler de ce gars-là. On en riait, on en a ri, toi puis moi. Puis, écoute, avec raison, parce que c'est JVR, James Van Riemsdyk, avec Détroit. Écoute, on a eu une question à une certaine semaine à propos de Andrew Copp.
s'il valait la peine d'aller chercher sur le waiver wire parce qu'il jouait sur un deuxième trio. James Van Riemsdyk, écoute, peut-être un daily reminder de daily face-off, de toujours regarder les lignes en général sur le. Puis, maintenant, c'est rendu Marco Casper qui est rendu avec Dylan Larkin puis Lucas Raymond. Joue très bien d'ailleurs, Marco Casper. Tu l'as mentionné en début d'épisode. James Van Riemsdyk, en supériorité numérique, aide énormément Détroit, qui ont une bonne unité avec Dylan Larkin, avec Raymond, avec DeBrincat. Vous allez me dire que Kane a manqué quelques matchs. Il est revenu et est retourné sur la deuxième unité présentement, en arrière de James Van Riemsdyk. Je comprends pas. Je comprends pas. Je veux dire, Van Riemsdyk, dans les 3 derniers matchs, il a joué 12 minutes, 9 minutes et 12 minutes. Il a 2 points. C'est même pas des points d'avantage numérique, c'est ça le pire, mais c'est vraiment. En tout cas, je suis pas 100% à l'aise de dire que j'irais courir pour aller chercher JVR parce que du moment que Kane tombe sur la première unité, d'après moi, c'en est fait pour lui. Mais so far, so good. C'est ce que je vais dire. Et écoute, il y a 12 points en 10 matchs. On sait que ça va s'estomper à un moment donné. La question, c'est quand. Il joue en moyenne depuis dans les 10 derniers matchs, sa moyenne de temps d'avantage numérique, c'est 3 minutes par match, puis il y a 4 points. Fait que, c'est quasiment 1 point ou 2 matchs en avantage numérique. C'est pas si fréquent que ça. Tu vois ça par rapport. Pour un gars de quasiment 37 ans qui s'est promené d'une équipe à l'autre depuis 4 ans. Regarde, c'est pas mon plus grand. Je suis plus fan de Jason Zucker que JVR, là, pour être bien honnête. Évidemment. Mais sur Yahoo, ils ont juste 3% d'écart. Hein. C'est 8% pour JVR puis 11% pour Zucker. C'est incroyable. Mais regarde, s'il est disponible JVR puis vous avez besoin d'un gars pour finir votre semaine, ça peut être une belle addition. Je pense que, de parler de Corey Perry comme étant un joueur que vous allez aller prendre, rider la vague pendant qu'il est là, même chose pour JVR. Tandis que Zucker, pour vrai, c'est un gars que vous devriez garder. Point. C'est 3 un peu vieux de la vieille aussi, là, qui sont rendus à un certain âge, dans la certaine trentaine. Écoute, ça fait mal parce que ma fête était la semaine dernière puis j'ai eu 33 ans. Fait que quand je me compare, je me console pas, mais ça fait en sorte que quand on peut les analyser comme ça, écoute, force est d'admettre que Jason Zucker, lui, vous devez le garder dans votre pool, vous devez le C'est considérer. qu'il n'y a pas d'autres options. À Buffalo, il n'y a pas vraiment d'autres options aussi. Donc, si Zucker devient froid, s'il devient dans une passe plus difficile, ils vont finir par le réessayer parce que tu peux pas t'appuyer sur Jack Quinn pour l'aider ton offensive. Fait que Zucker est un choix parce que même s'il y a 3-4 matchs de 100 points, gardez-les un petit peu, soyez patient. JVR, du moment que c'est terminé, vous mettez ça au vidange puis on passe au prochain. Justement, passons au prochain. Un joueur des Capitals de Washington. The Washington Generals. À travers Dylan Strome, qui est 6 points qui est 6 points en 4 games, à travers Tom Captain Canada Wilson, que, mon Dieu, j'apprends à haïr encore plus que maintenant qu'il fait des points et que ça me fâche qu'il est capable de faire autant de points, mais que je vais bien aimer regarder aux Olympiques. À travers tout ça, il y a un certain jeune joueur qui s'appelle Justin Sourdif qui, 5 points à ses 3 derniers matchs, a été blessé un tout petit peu, est revenu clairement en forme. Écoute, je comprends qu'il y a eu une game de 5 points. Il y a eu quelques games de 2 points aussi, puis ça nous fait peur des games des matchs de multipoints comme ça, quand parfois il ne fait pas de points. Mais pour une recrue encore en ce moment, là, oui, il a 23 ans, il a joué 3 matchs et 1 match en Floride et c'est tout. Ça a débloqué vraiment avec les Capitals. Il joue vraiment bien. Franchement, là, je suis vraiment surpris de ce joueur-là. Je ne l'avais pas du tout venu. Lors du dernier match, il jouait avec une ligne composé de Alexei Porotash et de Tom Wilson. Ça devait pas être chic comme trio. C'est Il gros. est vraiment bien protégé. C'est gros. Ils sont pas petits. Le Sourdif, il est 6 pieds, 195 livres, mais je sais pas si vous l'avez vu jouer. Il joue pas comme un gars de 6 pieds, 195 livres. C'est une petite peste. Ce qui est impressionnant avec Sourdif, c'est que ses statistiques sont assez au beau fixe. Pour un gars qui va rouler un rythme de 40 points, là, il est 24 en 49. Il tire 1,4 fois par match, mais son pourcentage de tir est à 16%, ce qui est pas indécent. Puis il s'est mis à tirer vraiment plus souvent depuis le deuxième quart de la saison. Fait que, le premier quart de la saison, c'était 1 tir par match. Il jouait 12 minutes. Deuxième quart, on était rendu à 30 tirs en 20 matchs. On était rendu à tirer à 1,5 fois par match. Il jouait 16 minutes. Et là, on est à 16 tirs en 8 matchs. Fait que c'est 2 tirs par match.
Fait que c'est une régression de 0,5 tirs à chaque quart de saison. Bon, vous allez me dire que le troisième quart, il y a juste 8 matchs de jouer. C'est vrai, mais il est à 5 tirs. Il y a 16 tirs en ce moment, puis il y en a eu 21 dans le premier quart. Fait qu'il est à 5 tirs d'égaler son total. C'est pas, encore une fois, ça ne va pas révolutionner votre pool, Jason Surdiff, mais 59 mises en échec, il frappe quand même un peu dans une multicatégorie, ça peut être intéressant. Effectivement. Donc, c'est un beau joueur, bien complété. Du moment qu'il y a une blessure chez les Caps, c'est automatiquement lui qui monte dans la hiérarchie aussi. Puis, tu sais, veux pas, les Capitals ont quand même une deuxième ligne qui peut marquer avec des Connor McMichael, Strome, Ovechkin, Wilson, Protash. Ça commence à être quand même des joueurs qui sont capables de générer de l'attaque. Puis si Ovechkin prend sa retraite à la fin de la saison, bien, Surdiff va avoir définitivement plus d'espace sur le top 6 des Capitals. Ouais, puis en ce Il est moment, tu passé parles devant du top. Anthony Beauvillier, en fait. Ben, c'est ça, exactement. Puis tu parles du top 6. En ce moment, même, il prendrait une belle place aussi, possiblement, sur un avantage numérique numéro 1, chose qu'il n'a pas en ce moment. Tu as mentionné Ovechkin. Juste, je sais que j'ai déjà fait un, un daily reminder de Daily Face-Off, mais Alex Ovechkin, en ce moment, joue avec Nick Dowd puis Ethan Frank sur une troisième ligne. OK, d'accord. Je comprends qu'il Ouais, commence à être mais vieux, mais OK. Mais écoute, tout va bien en ce moment avec les Capitals. Fine, continuez de faire ça. Je suis juste, je suis resté surpris. ils ont descendu dans le classement, effectivement, mais Ouais. oui, c'est juste que Ovechkin, il commence aucune mise en jeu dans sa zone, Mais non, ce je sais. qui est complètement fou. Il a commencé, ça doit être un record quelconque, je ne sais pas s'il ressent ces records-là, mais il a commencé 86% des mises en jeu en zone offensive. Donc, il y a 14% des mises en jeu qui est ailleurs sur la patinoire. Puis je ne sais pas s'il en a pris une dans sa zone depuis le début de la saison. En fait, peu importe avec qui il joue, ça ne change pas grand-chose. Il va commencer dans une zone adverse. Pas plus compliqué que ça. Passons maintenant au marché des acheteurs. Et pour le marché des acheteurs, le joueur que l'on vous conseille cette semaine du côté des Blues de Saint-Louis. T'allais-tu nous parler de Dalibor Dvorsky ou de Jordan J'aurais Kyrou? aimé Qui tu ça. préférais? Je vais prendre Kyrou parce que Dvorsky, l'acheter, c'est peut-être plus. Ça peut être un chase. Mais Dvorsky a commencé à jouer un petit peu plus en avantage numérique. C'est un gars que je garderais à l'œil pour les prochaines semaines. Si vous avez des jeunes, des fois, à rentrer dans un échange, je pense que Dvorsky va avoir de plus en plus de temps de glace. Puis je ne sais pas si ça va être la vente de feu ou non à Saint-Louis. Il y a beaucoup de rumeurs, mais Des grosses ça rumeurs. semble pas être encore officiel qu'est-ce qui va être fait. Mais si jamais 2-3 vétérans qui partent, là, des Braden Shen, Kyrou, c'en est un, on parle de Robert Thomas à la limite, c'est sûr que Dvorsky va gagner du temps de jeu, Snuggerud aussi. Donc, ce sont des jeunes que je garderai à l'œil. Snuggerud, sa valeur devrait être un petit peu trop élevée, là, généralement, pour ce genre d'échange-là. Mais Dvorsky, c'est un choix de milieu de première ronde. Ça peut être intéressant. Mais là, tu voulais nous parler de Jordan Kyrou. Moi, je pensais on avait mis ça de côté, Jordan Kyrou, pour le restant de l'année, puis qu'on s'était dit, OK, c'est fini, merci, bonsoir, on passe au prochain. Puis non, finalement, il revient dans notre podcast encore une fois. 7-7, Kyrou, dans ses 7 derniers matchs, il a inscrit 7 points. C'est un gars bon, il est comme chanceux, malchanceux. Son pourcentage de passes secondaires est vraiment élevé à 60%, mais Hey, son pourcentage de tir est vraiment bas par rapport à sa moyenne à 10%. Fait que là, c'est comme s'il y a une. Tu sais, c'est pas supposé. Kalou, c'est un des seuls joueurs qui marque plus de buts que de passes. Là. C'est généralement ça qui vient faire. Il semble avoir reparti la machine. Il y a un petit peu plus que 2 tirs par match, 2,5 tirs par match depuis les 9 derniers matchs, allons-y comme ça. Il joue un peu plus aussi, il va frôler le 17 minutes, plus de temps d'avantage numérique. C'est comme bon, je suppose qu'on tente de le mettre en vitrine pour potentiellement l'échanger. Mais possiblement. hey, I don't give a damn. Je veux juste l'avoir dans mon équipe pour qu'il fasse les points. Puis s'il est échangé, il va être échangé à un club gagnant qui a besoin d'un allié qui est capable de marquer. On va lui donner des bons coéquipiers, on va lui donner un bel environnement. Fait que c'est comme le moment de l'acheter. Attendez pas qu'il soit échangé, je sais pas où, là, à Dallas ou à Colorado ou à Vegas ou Oh. Edmonton, who knows. Ça va être trop tard, puis là, sa valeur, personne ne va pouvoir vous l'échanger. Donc, je pense que c'est le moment d'aller l'acquérir puis de prendre la chance avec Jordan Kyrou. Surtout qu'avec son rythme de 47 points, Je peux pas pas mal faire sûr que pire. le prix va être. Ouais, c'est ça, il peut pas vraiment faire pire. Puis, tu sais, il n'a pas fait 47 points depuis la saison, de rythme de 47 points depuis la saison 2019-2020. C'était probablement sa première, je vais dire vraie saison. Il a joué 28 matchs. Là, fait
Depuis qu'il joue à temps plein dans la Ligue nationale, Kyle Rowe, son pire total en termes de pacing, c'est 52 points. Ce serait très surprenant que dans son prime de 27 ans, il fasse pire tout le temps. Fait que je pense que c'est un gars que j'irais acheter dans un Dynasty. Il ne doit pas être très cher non plus. Non, Fait c'est que, ça. Le prix, non, puis le prix demandé va être très bas. Je pense que c'est une excellente idée. Des gars comme ça, des fois, qui vont moins bien, c'est les joueurs qu'il faut aller cibler. D'ailleurs, deuxième joueur à aller acheter, un autre joueur qui ne va pas très bien cette saison et qui, moi, m'a vraiment surpris quand on l'a regardé, toi puis moi. On l'a mentionné à l'épisode 23 de la semaine dernière. Jesper Bratt, du côté des Devils du New Jersey. Sur un pace de 60 points cette saison, il est 0 en 3 dans ses 3 derniers matchs. C'était un gars de points par match dans les 2 dernières. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais, quand je regarde un peu ses statistiques, il tire autant que l'année dernière. 9,6 de réussite sur ses tirs au lieu de 10 ou 11. C'est rien d'incroyable que tu te dis, ben voyons, là, genre, il est vraiment pas chanceux à la Nazem Kadri ou quoi que ce soit. Il joue encore beaucoup en avantage numérique. Il joue encore avec des bons coéquipiers. Qu'est-ce qui arrive avec Jesper Bratt? Puis, selon toi, justement, c'est un bon moment pour aller le chercher. Puis, tu penses qu'il va bien finir l'année? Ben, je veux dire, c'est le joueur. C'est probablement un des joueurs les plus malchanceux de la Ligue nationale. On parlait du PDO un petit peu plus tôt dans l'épisode. Là, son PDO est à 931. C'est très, 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 très bas. On l'a C'est un regardé des depuis moi, pires. c'est un des pires. Oui, c'est ça. C'est un des Parmi les plus joueurs, malchanceux. je veux dire, parmi les joueurs de qualité là, de la Ligue nationale, c'est un des plus malchanceux. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça s'explique majoritairement par ça. Est-ce qu'il y aurait encore une saison d'un point par match? Je ne sais pas. Peut-être qu'il serait plus dans un 70-75 points. Mais tu sais, moi, un 70-75 points, Pas mauvais, pour là. Jasper Bratt, je m'attendrais à ça, puis ça ne serait pas alarmiste. Là. Mais Exact. ce n'est qu'une question de temps avant que la chance, tu sais, excusez l'expression, mais vire de son bord. Le seul élément pas qui me titille, mais qui me dérange un peu, c'est qu'il tire à 2,2 fois par match. C'est le même total que l'année passée, dans lequel il a fait 88 points, tu vas me dire. Oui, mais c'est quand même bas, 2,2 fois par match pour un joueur qui fait un point par match. Là, tu sais, tirer juste 2 fois à chaque rencontre, c'est pas beaucoup pour un gars qui espère faire 80-85 points dans une saison. Mais tu sais, après ça, je suis pas dans. Je connais pas toutes les skills, puis c'est quoi la stratégie de jeu qu'on a du côté des Devils, mais c'est sûr que euh, c'est peu. C'est peu. 2,5, 2,6, on voit ça plus souvent. Du 2,2, c'est un peu bas. Euh, Puis en ce moment, il y a une période où ça va vraiment pas bien. Il a commencé la saison adéquatement avec un point par match. Puis après ça, ben, les Devils allaient bien aussi, tu vas me dire. Puis les Devils sont dans une descente aux enfers. Je sais pas si t'as pogné. Mais ils sont pas fait exprès. Il y a 19 points en 32 matchs. Je pense que il va revenir d'ici la fin de la saison. J'en suis vraiment, vraiment convaincu. Ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a pas de point d'avantage numérique dans les 10 derniers matchs. C'est pas dans les habitudes de la maison, Bratt. La seule chose qui va m'inquiéter aussi un peu, puis tu ne l'as pas mentionné, c'est l'avantage numérique du côté des Devils du New Jersey. L'année dernière, il marquait 0,42 points en supériorité numérique par match. C'est énorme, là. C'est presque un point à chaque 2 matchs en T'as-tu vu avantage l'avantage numérique. numérique des Devils? Ils étaient très bons, mais dans le sens où lorsqu'il a fait 83 points il y a 2 ans, donc pas l'année dernière, il y a 2 ans, il était à 0,33. Dans les années précédentes, 0,27, 0,24. Cette année, 0,23. Ah, ben, gadon. C'est un gars, effectivement, qui est plus un pace de 70, 75, comme on a dit, presque 80, mais OK, tu sais, en ce moment, effectivement, il est super malchanceux. Il va revenir. C'est un bon choix à aller chercher. Est-ce qu'on peut s'attendre à un 90? Par contre, non. Mais je pense que quand même, effectivement, c'est un joueur qui devrait être sur votre radar, que vous devriez décrocher le téléphone pour aller chercher parce que sûrement qu'il frustre un autre pooler dans votre pool de hockey. Et du Puis côté. défensivement, Vas-y. Dougie Hamilton vient de partir. Fait que Exact. ça aussi, c'est peut être Ça, positif. ça peut être positif. On va en reparler d'ailleurs de Dougie, de ce cher Dougie. Steven Stamkos, du côté des Prédateurs de Nashville. All the way from Nashville. Écoute, si on a souvent eu des mauvais mots envers les Prédateurs de Nashville, on n'a pas été tendre envers Stamkos en début de saison parce qu'il n'avait pas commencé comme il faut. On pensait sincèrement que c'était pas dans les années de trop, mais dans les années où il n'était plus à Tampa Bay.
Ça a commencé à cliquer en ce moment. Tu sais, un Luke Evangelista en est pour beaucoup. Puis moi, c'est un des joueurs, une de mes révélations cette année. Ryan O'Reilly joue par-dessus sa tête. Il veut vraiment partir de Nashville, Ryan O'Reilly. Évidemment, je rigole. Je ne sais pas s'il veut vraiment partir, mais à cause des rumeurs, comme quoi ça va être un des centres qui risque d'être échangé lors de la date limite. Je pense qu'il démontre, il fait monter le prix. En tout cas, s'il valait un quelconque choix au repêchage, maintenant, il en vaut le double. Steven Stamkos, évidemment, en profite. Puis ça paraît vraiment beaucoup. Ah oui, c'est effrayant. Stamkos a commencé la saison, il y avait 5 points en 20 matchs. Depuis, il est 32 en 31. Ouais, il est revenu un point par match. C'est incroyable pour vrai. C'est vraiment, vraiment incroyable. Là, tu vas me dire, son pourcentage de tir est près du 21 %. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait moins peur avec Stamkos en me disant il a augmenté aussi son volume de tir énormément depuis le premier quart de la saison. En premier quart, il tirait 2 fois par match, puis là, on est rendu à du 2,5 puis quasiment du 3 là, par séquence. C'est impressionnant. Il a toujours joué un avantage numérique. Tu vas me dire, il n'y a pas vraiment d'autres options à Nashville. Tu as raison. Mais tu sais, tu as Forsberg, O'Reilly, Evangelista, Stamkos. Tu as quand même Marchessault qui est là aussi. Le retour de Romagnosi a quand même vraiment aidé l'avantage numérique des Preds. Je veux rien enlever à Nick Blankenberg, mais non, mais c'est un bon défenseur numéro 2 dans un pool. Là, il va peut-être te sortir ça, un 35 points, un 40 points. Ben, peut-être pas 2 dans un pool, un numéro 6, mettons. Mais Josi est quand même un défenseur encore élite malgré son âge plus avancé. Est-ce que Stamkos va continuer à faire un point par match d'ici la fin de la saison? Je ne pense pas. Mais tu sais, en ce moment, son rythme est à 60 points. Là, il est à 37 en 51. Je pense qu'il peut le faire. S'il continue, tu sais, si ses partenaires de trio, ses coéquipiers continuent à jouer comme ils le font en ce moment, si les Preds continuent de pousser pour avoir une place en éliminatoire, parce qu'ils sont tout près là, de faire les séries Nashville actuellement, je vois pas pourquoi Stamkos ralentirait tout d'un coup. Il a eu, là, excusez sur l'expression, la slump du début de saison. Je pense qu'il est de retour. L'année passée, il a fait un rythme de 52 points. Ben, peut-être qu'il va finir aux alentours de ça, puis ça va être raisonnable. Je pense que si Stamkos continue à rouler un rythme de 50 à 60 points, tout le monde va être content. Ouais, non, tu l'as dit. Je pense que c'est sûr que ça l'aide pas, le fait que Philippe Forsberg aussi est revenu. Il faut le dire, il n'avait pas connu un Oui, c'est ça. super début de saison de points par match non plus, lui aussi. Donc, il va en profiter au niveau de l'avantage numérique. C'est sûr que s'il continue à jouer, par contre, sur un deuxième trio, avec Eric Haula et Michael Bunting, là, je les aime bien, là, mais ça reste que... Ben, Michael Bunting a une belle séquence aussi. Eric Haula aussi, remarque, là, on aurait pu l'analyser autrement. Il joue pas mal. Il réussit à quand même bien jouer avec Steven Stamkos, mais c'est vraiment sur l'avantage numérique, je pense, où il va continuer vraiment d'aller chercher ses points. Il y en a déjà 12 là, depuis le début de la saison. Non, je sais, mais oui, exact. Puis s'il continue de jouer comme ça, par contre, si Ryan O'Reilly part, je sais pas, je vais être curieux. Est-ce que Nashville va vraiment faire ces échanges-là s'ils sont dans le portrait? S'ils sont dans le portrait, non, tu as raison, effectivement. Je vais être curieux. Est-ce qu'il est capable d'aller faire plus que 60 points? Tu sais, il est quand même pas loin de ces dernières années de 80. Tu sais, tu le dis que je suis souvent le gars positif qui va essayer de trouver un beau côté à la chose, mais l'année dernière, c'était un nouvel environnement. Écoute, il y a eu beaucoup de bruit alentour de Steven Stamkos, comme quoi il était parti de Tampa Bay, c'est le capitaine. Tu sais, ça a dû le déranger. Ben, exactement. Il arrive dans un nouvel environnement. Là, commence à prendre ses airs, à tirer un peu plus, à revenir à un volume qui a de l'allure, qui lui ressemble le plus. S'il peut continuer comme ça, j'aimerais ça le voir faire plus, même d'ici la fin de la saison. Écoute, peut-être pas tenir son point par match, mais bon. T'es trop positif. Oui, je sais que je suis trop positif, mais non, mais j'essaie de revoir. Puis on en parle souvent à des amis à nous ou des gens qui nous parlent du podcast. Tu sais, j'essaie de ne pas toujours avoir le côté statistique parce que toi, tu l'as évidemment. Moi, j'essaie de vous ramener ou de te ramener aussi à se repositionner aussi sur le contexte d'un joueur lorsqu'il arrive quelque part. C'est évidemment des petites lunettes roses. Parfois, je pense que ça vaut la peine d'être nommé. Puis effectivement, je pense qu'ici, ça valait la peine. C'est quand même un épisode où on parle de joueurs assez âgés aujourd'hui, puis c'est ça qui me surprend. Même dans nos chases, c'était Corey Perry, Jason Zucker, JVR, 3 gars qui ont la 35, quasiment 34 ans dépassés. C'est vieux, 34 ans, là, on s'entend.
Je dis ça parce que je vais l'avoir dans quelques semaines. Mais tu sais, c'est pas... je suis magané d'avoir été pelleté aujourd'hui, pour te dire. Oh. Mais tu sais, c'est pas jeune, tu sais, dans le milieu du hockey, d'avoir des gars de 34 ans et plus. Stamkos, c'est le même principe. Puis je trouve que ce sont des belles histoires que... Ah, tu sais, les vieux sont encore capables de tirer leur épingle du jeu. On va parler de Sidney Crosby, qui est probablement mon pire take de l'hiver, en me disant, écoute, il peut pas continuer de même, ça fait aucun sens. Ben oui, il continue comme ça. Puis, tu sais, on va en parler un petit peu plus tard, mais dans le marché des vendeurs, on a Doug Hamilton, qui est pas jeune non plus, mais qui reprend les rênes avec la blessure de Luke Hughes et de Simon Nemec, qui est encore très jeune. Fait que je pense que dans la Ligue nationale, actuellement, les vieux font leur place. Puis ce sont des belles histoires. C'est intéressant, c'est le fun. Par contre, dernier joueur à aller acheter, c'est un petit jeune, c'est un nouveau, c'est lui qui a pris la place du vieux de la vieille d'Anaheim. Lukas Dostal, Anaheim. Tu nous dis d'aller le chercher. Écoute, Anaheim a eu un petit creux de vague quand même, il faut le noter. Ils reviennent bon an, mal an. Mais Ouais. en ce moment, ils sont revenus, là, puis vraiment comme il faut. Beckett Seneka, évidemment, je pense que tout le monde l'a vu à Montréal parce qu'on le regarde dans la course au Calder contre Demidov. Mais là, Anaheim est revenu comme il faut. Là. Ils ont eu un creux, mais Lukas Dostal, 6 victoires, 5 départs de qualité à ses 6 derniers matchs. 6-6. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, je sais pas. Il y a 25 ans, Dostal, c'est pas un vieux gardien de but. Il a quand même 156 matchs derrière la cravate. Fait que c'est comme un jeune gardien de but vétéran. Là. C'est pas fréquent dans la Ligue. Il joue dans une équipe qui va être une puissance de la Ligue. Là, on s'entend que les Ducks, ce n'est qu'une question de temps avant que ça soit offensivement là, un rouleau compresseur, un peu comme les Sharks. Il leur manque une défensive. Mais statistiquement, c'est pas chic, le Dostal. 3 buts par match, une moyenne de 875. C'est assez moyen. Sur la saison, là, il y a eu une très, très, très dure période Dostal dans laquelle il y a eu très peu de départs de qualité. Là, et il y a eu, je pense, un bon 6 matchs consécutifs sans départ de qualité, ce qui a plombé un peu ses statistiques globales. Comme les Ducks, tu vas me dire. Là. Ouais, Les Ducks, en général, ont perdu plusieurs matchs consécutifs. Mais je dirais de l'acheter parce qu'avant que les Ducks repartent pour de bon, puis qu'ils en gagnent encore 3-4 autres, puis que Dostal continue à bien garder les buts, c'est comme le temps de l'acheter. C'est le temps ou jamais. C'est un gardien de but numéro 1 dans une équipe qui va être dominante dans les prochaines années. Si vous ne le prenez pas tout de suite, ça devient un intouchable dans 2 ans, Dostal. Au même principe que les Shesterkin des dernières années ou les Gustafsson actuellement avec le Wild, parce que oui, Gustafsson est en avant de Wasted. Au même titre que les Sorokin et autres. Ça va être ça dans, je vais dire, maximum 1 ou 2 ans Dostal. Ça va vraiment être un gardien de but qui va être dominant. Hey, Wallstedt était quasiment dans mes dumps cette semaine. J'ai failli l'ajouter. J'ai pas Tu peux pas osé. dire que je te l'ai pas dit. Je sais. Non, C'est écoute, gars, c'est ça que ça jeunes fait. C'est ça gardiens que qui ça fait des arrivent. lunettes roses. Mais non, je sais. Gars, Minnesota va Des- bien des- en plus. Là. Faut pas le dumper tout de suite. Là. Donnez-y encore une petite chance. Il a juste été Il va bien être trop échangé. hot. Là. Il va Il va être peut-être être échangé. échangé, effectivement. Je dis, Mais si Gustafsson avait 32 ans, je te dirais pas, mais c'est pas le cas. Fait qu'il va être échangé. Là ou cet été, mais il va être échangé. Lukas Dostal, rapidement, là, avant de passer au marché des vendeurs. Effectivement, tu disais que c'est maintenant, je pense qu'il est quasiment un petit peu trop tard pour aller acheter Lukas Dostal. Il l'est pas encore trop tard, là, mais le meilleur moment aurait été lorsqu'ils ont connu justement cette période du 22 décembre jusqu'au 10 janvier, là, où quand il a joué Lukas Dostal, il en a perdu environ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 de suite, là, dont une en 7. Il était 0, 7 et 1. Ça aurait été là le bon moment d'aller acheter Lukas Dostal et de penser que Anaheim allait revenir, chose qu'ils ont fait. Allez-y tout de suite. Sinon, vous attendez encore une semaine de pause olympique, il va être trop tard. Puis ça va être tout. Tu as parlé des vieux de la vieille, que c'était un épisode vieillot. On en a encore, hein? aujourd'hui. C'est ça, je viens de voir ça. Marché des vendeurs, écoute, les prochains dont on va vous parler, ils ont 35, 35 et 32 ans. On aime ça. C'est nos âmes sœurs vieilles entre toi et moi de 33 Bienvenue et de dans 34 ans. la RPA 100% pool. Le RPA 100% pool. Le Les prochain, marchettes sont faites en bâton de hockey. Bon, ben, dans la RPA d'ailleurs, des pools, c'est une bonne. Ça, là, on fera ça à la fin de la saison. Le marché des vendeurs, le premier à aller vendre, c'est Darcy Kemper. Je suis pas pour rien que je porte les couleurs fièrement
des Kings de Los Angeles aujourd'hui. Ma petite casquette, par contre, pas un chandail des Kings aujourd'hui, c'est un chandail de l'équipe d'impro qui est de notre cégep, Guillaume et moi, que c'est là où on s'est Ça fait quelques rencontrés, années. là où tout a commencé. Il y a effectivement quelques années. Darcy Kemper, gardien évidemment Ouais. des Kings de Los Angeles. Hello, Los Angeles Kings. Une victoire et un départ de qualité à ses 6 derniers matchs. Connais pas, tu sais, 48% de départ de qualité pendant la saison complète. Il a déjà connu des pires années que ça, mais l'année dernière, à 66% de départ de qualité, il en est loin de cette dernière année. Mais c'est probablement la dernière année qui a un peu faussé les statistiques pour Quimper, parce qu'avec les Capitals, c'était ça, 48%. Il a fait 47, 44. Tu sais, c'est l'année dernière était un peu l'anomalie statistique qui fait que puis il a bien commencé la saison. Là, tu vas me dire, les Kings avaient quand même un bon début de saison. Puis c'est pour ça que je le propose à le vendre, en fait. C'est que je crois que c'est un gardien de but qui a encore une valeur. Je regarde dans mes poules actuellement, les gardiens de but sont à la recherche de gardiens. Ouais. C'est pas simple de trouver un gardien de but qui a énormément de départs, et Quimper a ça dans son. C'est lui qui commence avec les Kings. Il n'y a pas vraiment de deuxième gardien qui peut vraiment le challenger actuellement. Fait que je pense que sa valeur est encore intéressante, mais les Kings n'en vont pas du tout dans la bonne direction. Bon, on en a parlé aujourd'hui, on a parlé de Corey Perry, tu as fait un clin d'œil à Adrian Kempe qui avait recommencé. Oui, là, mais il reste que les Kings, c'est pas. Ça va être difficile. Autant qu'on parlait des Preds avec Stamkos tantôt qui sont dans une ascension, les Ducks sont revenus, les Kings n'ont pas été en mesure encore de le faire. Puis ça va finir par paraître. Mais dans les équipes, dans des poules de hockey, on cherche toujours un gardien de but qui a beaucoup de départs. Quimper, c'est ce qu'il va offrir. Puis à 36 ans, il en reste moins qu'il en avait. Donc, si vous attendez trop longtemps, ça se fait qu'il se ramasse être un deuxième gardien ailleurs ou qu'il fasse un 50-50 avec un autre gardien de but vétéran, un genre de David Rittich ou des Jake Allen de ce monde, ou ce genre de gardien de Ce genre de but-là. gardien-là. Parce qu'il y a encore une C'est valeur, une tu sais. possibilité. À part la Oui. mauvaise saison où il a été vraiment mauvais là, en 2023-2024 à sa dernière année à Washington, où il avait accordé 3,31 buts par match, moyenne de 890. À part ça, là, Darcy Kemper, c'est un gardien qui était toujours en dessous du 3 buts accordés. Il l'est encore cette année à 2,56 et à 920 et à 902 de pourcentage d'arrêt. Honnêtement, là, s'il y a des équipes. C'est-tu parce que les Kings sont pas bons? C'est pas lui qui a l'air de mal jouer non plus. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une équipe qui va pas cogner à la porte. Peut-être parce que les Kings sont encore, écoute, techniquement encore dans la course. Fait que c'est normal. Mais moi, si j'étais les Kings puis j'avais perdu tout espoir aux séries éliminatoires, belle rime ici. J'irais vendre Darcy Kemper. Je pense que ce serait un excellent choix pour n'importe quelle équipe qui a besoin d'un gardien de but. Pas nommé ici les Oilers d'Edmonton, parce qu'à ce qui paraît, ils ont trouvé leur gardien en Saint-Jory, mais bon, peu importe. Ben, le Canadien serait intéressant. Peut-être que Jacob Oui. Debèche serait une perche à lancer. Ouais. L'idée, c'est juste que je pense que Cooper a encore une valeur en ce moment. Puis, c'est peut-être le moment d'échanger parce que les Kings vont pas dans la bonne direction parce qu'il y a 36 ans. Exact. Si vous n'êtes plus vraiment dans la course, là, échanger des Cooper, ça vous fera pas mal. D'ailleurs, on Absolument. continue encore avec la RPA, la résidence de personnes âgées, la résidence des poolers âgés. Oh là là. John Oh! Tavares du côté des Leafs de Toronto. 44 points en 52 matchs. Écoute, quand même pas mauvais. Il y a 2 ans, il était à 67. Cette année, à 69. Je pense qu'il y aurait plusieurs poolers avec son salaire qui pensaient qu'il allait être peut-être encore meilleur que ça cette saison. Je pense que, écoute, faut s'admettre qu'il est rendu là. Ce n'est plus un joueur de points Ah par non, mais match. il a énormément ralenti là, depuis le début de l'année. Ça me fait penser à justement ça. Mais même l'année passée, il avait été très constant l'année dernière. Je veux dire, il y a 2 ans, il y avait un ralentissement. Il a commencé la saison, le premier quart de saison, il a fait 27 points en 21 matchs. Tout allait bien. Vraiment, là, tout feu, tout flamme, tout allait bien. Et depuis, il est 17 en 31. C'est presque un point en 2 matchs. Ça va pas bien pour John Tavares. Son temps de glace a diminué, son temps d'avantage numérique a diminué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec Tavares à la fin de la saison, mais si ça continue cette dégringolade-là, ça va être difficile de revenir. Il joue sur un trio, lors du dernier match. Il jouait sur un genre de troisième trio avec Scott Laughton et Bobby McMahon.
Donc, il n'y avait pas accès à Matthew Nice. Bon, Nylander était blessé, évidemment. Là, on a tous vu son doigt d'honneur. Hey, j'ai failli m'habiller en mais camisole pour l'épisode aujourd'hui en plus. Là. Attention. mais tu sais, pas accès à. Je veux dire, je peux pas croire, je vais dire ça, mais pas accès à Max Domi, tu sais, quand tu es rendu que c'est. Fait que, tu sais, oui, les Leafs ont perdu Marner, oui, ça leur fait mal offensivement. Ça va encore plus mal quand il y a un des joueurs vedettes qui est blessé. Mais, tu sais, on le fait jouer sur un troisième trio à un moment donné. Puis, tu sais, bon, oui, tu as encore accès à un avantage numérique, mais ça n'a pas produit depuis le début de l'année. Il a peut-être frappé vraiment son mur. Ou c'est l'année passée qui était une anomalie, puis il a frappé son mur il y a 2 ans. Je pense que oui. Je pense que oui. Je le sais pas. Mais Je pense que oui, non parce que seulement c'est un l'anomalie. joueur d'un point par match. Non, mais il était à 19 là, de tir l'année dernière. Il était déjà au-dessus, puis il tire maintenant à 2,5 fois par match au lieu de son 3,5 d'il y a 3 ans et de 4 ans. Vraiment, son mur, il l'a atteint. Là. Puis ça va pas Puis il y a s'améliorer à 56 Toronto. de passes secondaires. Ah, Fait que Tavares, si vous avez la chance de l'échanger, c'est maintenant. Parce que avec un rythme de 70 points, je pense qu'il y a encore certains poolers qui vont mordre à l'hameçon de dire c'est John Tavares, il joue encore sur l'avantage numérique des Leafs, les Leafs vont revenir. Puis moi, j'ai vraiment. Il n'a jamais connu. Si c'en est un que. Il a connu une mauvaise. Il a connu il connaît sa pire saison en avantage numérique cette année depuis jamais, en fait. Toujours. Il n'y a jamais eu, depuis toujours. C'est sa pire saison. Écoute, j'essayais de voir s'il était proche. 13 points en power play par match. C'est moribond du côté de John Tavares. Son autre pire saison là, qui était proche de celle-ci, même pas, c'est parce que c'est en 48 matchs, c'était la saison du lockout. Il avait fait 16 points en 48 matchs. J'ai rien dit, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Non, c'est terrible cette saison. C'est étonnant qu'il est encore près du 70 points par match. Échangez-le pour le deuxième joueur de la RPA, des poolers retraités. Troisième joueur, des derniers joueurs à aller vendre aujourd'hui, c'est le Teach Me How to Dougie Hamilton. Teach me how to Dougie. Dougie, écoute, qui est revenu. Moi, je suis bien content. Il est dans mon pool. J'avais perdu tout espoir. Il est même dans les 2 pools cette saison. Je vais continuer de le garder. Je ne vais pas t'écouter parce que je ne vais pas le vendre. Je pense qu'il est capable de continuer la fin de cette saison. Il va continuer. Mais pourtant, pourquoi d'abord l'échanger? Mais il va. Dès que Luke Hughes va revenir, ça va être la fin de Dougie Hamilton. C'est ça depuis le début de la saison. Luke Hughes n'a pas connu une saison incroyable. C'est pas à lui qu'on va donner le powerplay numéro 1. Là. On a donné 9,5 millions à Luke Hughes pour 8 ans. C'est sûr qu'on s'arrange pour que ça fonctionne. Là, Dougie Hamilton, il a 10 points à ses 8 derniers matchs. L'année dernière, puis moi, c'est sur cette statistique-là que je vais me baser. L'année passée, son rythme était un rythme de 51 points. Ouais. Donc, il jouait un genre de 20 minutes par match-ish. Là, cette année, il joue un peu plus d'ailleurs de temps de glace. Mais son pace de 51 points, là, c'est ça à quoi je m'attends de maintenant jusqu'à la fin de la saison, si Luke Hughes demeure sur la touche. Là, on a Simon Nemeth, on va pouvoir donner du temps de glace aussi. Je ne vois pas comment Dougie Hamilton, on peut dire, hey, peut-être mon Dougie, depuis le début de la saison, tu as mis sur le banc, tu avais la pire saison de ta carrière, puis tu l'as encore, là, ou presque. Mais là, on te donne la clé du power play, puis have fun. Pendant ce temps-là, il y a Jesper Butt à côté qui a une saison difficile. Même Jack Hughes a quand même une saison difficile d'un point de vue statistique par rapport à ses habitudes. Timo Meier, on n'en parle pas. Dawson Mercer sur une pente de ski à tremblant, de reculons, pas de casque. Sur une double les yeux bandés. Là, c'est ça, c'est une double diamant. Ah ouais, mon chum. Il n'y a pas de truc. Il a fret aux oreilles en plus, pour ce gars. Mais je veux dire, c'est catastrophique. Jacob Markstrom n'arrêterait pas un ballon de plage. Jake Allen, lui aussi devrait rentrer à RPA parce qu'il a dans ses yeux, il va pas rondelle. C'est comme. Ouais, c'est rough, c'est Devils aujourd'hui. Là. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Même si Hamilton a une séquence de fou, les Devils ne gagnent pas plus. À un moment donné, ça va se calmer. C'est impossible que ça continue de cette façon-là. Donc, moi, je le vendrais tout de suite. J'irais cacher en disant, il est de retour. Puis tu le caches au maximum de sa valeur parce que du moment qu'il y a un 4-5 matchs où est-ce qu'il ne fait plus rien, tu es pogné avec Hamilton pour le reste de la saison. Fait que s'il y a une fenêtre pour vendre Dougie Hamilton, c'est maintenant. Sinon, vous allez vivre avec jusqu'à la fin de la saison, puis ça va être le risque. Puis moi, je ne prendrai pas ce risque-là parce que les Devils ont décidé que c'est Luke Hughes leur homme sur l'avantage numérique. Puis ils vont tout faire pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais
mais ils vont toutes mettre les chances pour que ça marche. Puis plus que la saison avance, plus que les Devils sont loin d'une place en série, plus qu'Hamilton a des chances d'être échangé dans une équipe qui a déjà un défenseur numéro 1. On nous a demandé à travers les commentaires et les DM de donner peut-être un peu plus d'exemples d'échanges. Évidemment, c'est très difficile. Je l'ai expliqué sur le groupe Facebook de 100% Pool d'ailleurs, en disant c'est difficile de vous donner des exemples d'échanges parfois parce qu'on ne connaît pas les paramètres de vos pools, évidemment. Ça peut changer. Est-ce que c'est une catégorie point seulement? Vous êtes combien de poolers dans votre pool? Est-ce que c'est salarial? Il y a tellement de choses. Si vous devez vous améliorer d'une position à une autre. Donc, on va essayer de vous donner des exemples. Je vais essayer de poser un petit peu plus la question à Guillaume. Je vais le demander tout de suite pour Dougie Hamilton, mais sachez que si jamais vous voulez notre avis, écrivez-nous sur c'est quoi les paramètres de vos poules, puis on va peut-être pouvoir vous aider un petit peu plus facilement. Dougie Hamilton, puis c'est un peu la même question que je vais avoir pour toi, pour Darren Radish, que tu nous avais dit de vendre aussi il y a quelques semaines. Les deux sont dans mon pool, fait que c'est sûr que je serais très intéressé d'avoir ton opinion là-dessus. Contre qui t'échanges Darren Radish puis Dougie Hamilton, des défenseurs qui vont bien? Tu peux pas vraiment aller chercher un autre défenseur qui va bien, qui est offensif. Tu peux pas aller chercher un Evan Bouchard avec ces deux gars-là. Comment tu organiserais un échange pour ces deux gars-là? Je te mets un peu sur le sur le Oui, coup, mais tu sais, mettons, ça dépend évidemment de ce que tu as en trop, de ce que les autres ont en trop, mais je vais prendre Darren Radish. Je pense que tu es en mesure de vendre Darren Radish comme un défenseur qui peut faire 55 points dans une autre équipe. Tu sais, je comprends que le Lightning est très, très fort, mais là, Victor Edman, il rajeunit pas. Bon, tu vas me dire que Radish a 29 ans, là, mais Edman ne rajeunit pas. John Cooper n'a pas eu peur de mettre Sergachev sur le premier avantage numérique, même si Edman était là, puis il a donné toute la place à Sergachev. Tu sais, ça se peut qu'il fasse la même chose avec Radish, puis que Radish garde sa place. Il roule un point par match. Fait que, tu sais, si tu l'échanges, va chercher la totale. Est-ce que tu peux aller chercher Jasper Bratt avec Darren Radish, peut-être? Un gars qui va un peu moins bien, puis tu vas le chercher. Je pense que c'est le genre de joueur, on en a parlé, là, fait que c'est le genre de joueur que tu peux aller acquérir. Est-ce que tu peux aller chercher un joueur qui est peut-être plus ish dans le même range d'âge? Ou un gars à début trentaine, là, ça arrive souvent des gars de 31, 32 ans qui sont un peu boudés par, par les autres poolers. À la limite, ça dépend c'est quoi, évidemment, tes paramètres de pool. Mais est-ce qu'un Matt Zuccarello serait exact. intéressant? Oui, tu en fais une carrière, mais Je pense je que veux de dire, il marche jumeler encore quasiment un point par match. Je pense que de jumeler, C'est tu sais, ça. un attaquant qui est, si vous devez vous améliorer comme attaquant, puis vous pouvez vous permettre de donner un Radish pour un défenseur qui fait moins de points, mais qui est plus constant. J'ai pas un joueur en ce moment en tête, là, mais tu sais, un Chabot, genre, je sais pas, quelqu'un qui fait régulièrement un Ah, Darish pour Noah Dobson 45-50. demain matin. Là. Exact. Darish contre Dobson, quand Dobson va un petit peu moins bien, mais en plus, vous ajoutez un attaquant qui va pas bien dans votre équipe contre un attaquant qui va un petit peu mieux dans la leur. Vous assurez d'aller chercher un joueur qui est safe en Noah Dobson. On vous dit souvent c'est quoi le genre de stratégie, mais des fois, c'est beau aller chercher le coup de circuit sur un joueur de je voulais trouver une perle ou quoi que ce soit. On me l'a dit cette semaine. Des fois, c'est pas nécessairement ça de trouver la perle, le coup de circuit, c'est d'y aller safe sur certains joueurs puis de minimiser vos chances justement, de risques parfois. Puis un Noah Dobson qui joue très bien, qui est régulier dans ses points, contre un Radish qui, lui, explose en ce moment. Puis peut-être en ajoutant un attaquant que vous voulez vous améliorer, un choix au repêchage à la limite qui parfois sont pas toujours aussi bons qu'on pense. Les choix au Ben, repêchage, allez-y. Tu sais. c'est surtout moi, j'ai un de mes commentaires par rapport aux échanges, c'est vraiment ça. C'est puis je le vis au quotidien. Là, j'ai un club, j'ai repris un club qui était déconfit. Là. Moribond. Puis j'étais en pleine reconstruction à moribond. Mais c'était terrible. Je veux dire, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi détruit. Puis je tente d'échanger des vétérans. Je tente d'échanger un gars comme par exemple Thomas Chertel, 32 ans, quasiment un point par match. Puis on m'offre des espoirs B et C. Puis je suis toujours surpris de dire, hey, un gars qui est prouvé, qui fait la job depuis longtemps, c'est pas une valeur, c'est pas une saveur du mois, là, un gars comme Thomas Chertel, il va toujours te donner des points. Ça a une valeur inestimable. Un gars de 32 ans dans un pool, là, ça a encore une longue durée de vie. Là. Il reste encore un bon 3 ans de données. Tu as la chance de le rééchanger contre un choix ou qu'un autre. Ça a vraiment une très, très, très grande valeur. Puis quand tu regardes des choix au repêchage, tu peux avoir 5 choix dans la première ronde. Si tu as le 5e choix, ça se peut que tu te ramasses avec Alex Turcotte puis que tu aies perdu un vétéran pour un choix. T'sais. Exact. Les jeunes, c'est tellement volatile. Puis, tantôt, je parlais de Dalibor Dvorsky. Dvorsky, il n'est pas parti pour faire 85 points dans une saison. Là. Même Jimmy Snuggerud, il vaut plus cher comme étant un jeune parce que tu as l'espoir qu'il fasse 90 points
que la réalité qui risque de t'en faire 60-65. Là. C'est pas que c'est mauvais, 60-65, mais la valeur. Tu sais, échanger RTL pour Snuggle Rouge, on va rire de moi, puis je suis comme, mais pourtant, je te donne un gars qui fait ce que tu espères que l'autre va te faire, tu sais, Exact. parce qu'il ne l'a jamais fait. Fait que la valeur, la perception des jeunes est vraiment, tu sais, excusez l'expression, mais c'est dopé aux stéroïdes. Surtout quand tu as des joueurs, tu sais, je pense à un, je sais pas, Stuart Skinner, par exemple, le gardien de but, ben, il a 27 ans, Skinner. L'échanger contre un jeune, tu n'auras rien, garde-le, il a 27 ans. Tu sais, il est tout jeune. L'autre a 20 ans, je comprends bien, mais je sais pas, là, tu sais, c'est Vous Noah êtes- Dobson, c'est on- le même principe. Il a 25-26 ans. Mais c'est ça, mais il ne faut pas gérer ces poules de hockey non plus comme si on était une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ça vaut la peine Ben, d'aller chercher des c'est jeunes ça. lorsque vous êtes une équipe nationale de hockey parce que vous êtes capable de voir dans le 5 ou 10 ans. Mais dans des poules, tu veux gagner cette année, tu veux gagner dans 2 ans, tu veux gagner dans 3 ans. Vous êtes Vos fenêtres sont 10. plus petites. Ah, puis il y a beaucoup plus de waiver wire. Là. Je regarde, puis ça dépend des vents. Il y en a peut-être qui ont des poules à 30 personnes, là, mais la majorité des gens qui vous nous écrivez, vous êtes entre 8 et 12. Exact. À 12, là, même si tu as le plus gros farming club de l'univers, puis que tu as 3 rondes de repêchage, tu fais juste choisir la première ronde. Là. Tu sais, tu vas t'arrêter à 36 joueurs, c'est fini. Là. Fait que le gars, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde qui devient bon, tu vas avoir le temps du monde d'aller le chercher. Les opportunités, même avant pour les gardiens de but, là, tu sais, des gardiens de but de milieu de deuxième ronde, là, ça vaut rien. Là, dans le sens où est-ce que les chances qu'il y a de performer sont aussi grandes que le gars de quatrième et de sixième ronde. Là. Bref, tout ça pour dire, mon commentaire, c'est les jeunes, la valeur perceptuelle d'un jeune dans un pool de hockey et sur les stéroïdes par rapport à ce qu'il te donne vraiment. Vous faites juste penser à Ken Johnson, là, puis ça va vous donner la réponse. Ken Johnson, on pensait que Dylan Holloway, on en a parlé aujourd'hui, Kirby Dack, il y a 3 ans, c'est tous des gars qui ont floppé puis qui étaient. Tu sais, Kirby Dack, c'est un troisième show au total. Là. David Randbacker, si tu veux qu'on en parle, mais Non, mais c'est ça. c'est ça. Des joueurs, des jeunes joueurs, tu pensais que c'était ça que c'était, puis ben c'est pas ça que c'était. Si vous avez des questions, si vous hésitez à ce que vous devriez donner un joueur, vous avez des échanges à nous proposer, puis vous voulez notre avis, des waiver wire, allez nous écrire, allez en commentaire, en DM, sur Instagram, TikTok, YouTube, à 100 Pool Podcast, 100% Pool. On a aussi un groupe Facebook, vous pouvez aller nous joindre. Ça nous fait vraiment toujours plaisir de prendre du temps de notre journée pour vous répondre, pour surtout essayer de vous aider à gagner votre pool cette année. Merci Guillaume. Salut les poolers.